Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Actu Territorial. On va voir ensemble les actus du mois d'octobre et on va commencer avec une première salve de news à propos de la cure d'austérité généralisée. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est concrètement sur les collectivités territoriales, comment ça se matérialise. Et donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas commencer par le rapport de la Cour des comptes qui suggère la suppression de 100 000 postes dans les collectivités. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets là au-dessus. Vous pouvez cliquer dessus, voilà, c'est une vidéo plus complète sur le sujet, sur ce rapport de la Cour des comptes, mais là on va y revenir rapidement. En gros, la Cour des comptes nous dit qu'il y a une hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités sur les 8 premiers mois de l'année comparativement avec l'année précédente, mais cette hausse, elle s'explique par pas mal de choses, notamment par la hausse des dépenses sociales liées à l'augmentation de la précarité, liées à des dépenses de personnel qui ne dépendent pas des collectivités, etc. Bon, je vous laisse aller voir ma vidéo plus complète sur le sujet si ça vous intéresse, mais voilà, la Cour recommande un retour progressif des effectifs des collectivités voilà, aux années 2010 où il y avait à peu près 2 millions de personnes, donc une réduction de 100 000 emplois. Cette réduction d'emplois, elle permettrait d'économiser environ 4 milliards d'euros par an dès 2030. Sauf que, comme je commençais à le dire, c'est pas le fait des collectivités qui est ces 100 000 emplois en plus et qui est cette au-delà, qui est aussi cette situation financière globale. Par exemple, les collectivités ont dû reprendre en main pas mal de services publics de proximité. Il y a eu des transferts de compétences de l'État vers les collectivités plus ou moins déguisés, contrairement à ce que dit justement le rapport de la Cour des comptes. Et voilà, un exemple tout à fait concret que vous pouvez ressortir un jour si on vous interroge là-dessus lors d'un oral, c'est le maire d'Arnage, donc c'est une ville dans la Sarthe, qui explique que le transfert de la délivrance des titres d'identité des préfectures aux mairies, donc de l'État aux collectivités, l'a conduit à embaucher 2 équivalents temps plein. Donc quand on entend dire que les collectivités embauchent à tout va et que en gros les agents sont payés à rien faire, bon, ça peut nous faire rire jaune, et puis surtout on a des arguments à opposer à ces gens-là. Donc si un jury vous titille un peu là-dessus, vous pouvez prendre cet exemple-là, et qui démontre bien la réalité concrète dans des communes, y compris de petite taille, de ces transferts de compétences un peu cachés. Alors, dites pas cachés parce que ça fait un peu complotiste, mais de transferts de compétences qui ne disent pas leur nom, puisque même la Cour des comptes dit qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences, mais la réalité, elle est là, c'est que les collectivités doivent compenser un retrait progressif de l'État dans certains services publics. Donc toujours sur cette nécessité imposée par l'État de faire des économies, le gouvernement réclame 5 milliards d'euros aux collectivités territoriales, et notamment ça peut passer par la création d'un fonds d'épargne imposé qui normalement devrait permettre de mettre un coup de frein de 2,8 milliards d'euros sur la dépense. Alors on nous dit que cette épargne elle serait restituée ultérieurement. On connaît toujours pas les modalités, mais bon, en tout cas voilà, ce serait ça l'idée. Mais bien sûr les collectivités sont pas d'accord avec ça. Notamment elles expliquent que la dette catastrophique, elle relève d'abord des comptes de l'État, alors que la dette des collectivités, elle est stable depuis 1995. Et puis aussi l'État nous indique qu'il y a une vingtaine de départements et de collectivités qui sont pas concernés par ces mesures d'économie. Ils ont pris en compte la situation complexe de certains départements, par exemple du Nord, de Seine-Saint-Denis, etc. Mais dans les retours qu'on a, c'est surtout au niveau des départements d'ailleurs, c'est que c'est très grave. Il y a des effets qui peuvent être potentiellement graves pour certaines collectivités, et notamment les départements. Certains parlent même d'un processus d'assassinat financier pour les départements. On le sait, les départements sont au cœur d'un effet ciseau, ça on en parle depuis un moment, avec d'un côté la baisse des droits de mutation, les DMTO, du fait de la crise immobilière. Donc ça, c'est quand même une rentrée d'argent en moins qui n'est pas négligeable, alors que de l'autre côté, dans les dépenses, la prise en charge des dépenses sociales se fait toujours plus ressentir pour les départements, puisque ce sont eux qui gèrent le RSA, les aides liées au handicap, etc. Donc on comprend rapidement que d'un côté, on a une baisse des recettes et une augmentation des dépenses. Forcément, la situation est compliquée. Et au-delà de ça, c'est sur le pouvoir de taux, sur le pouvoir fiscal qu'auraient les départements, enfin plutôt que n'auraient plus les départements, qui pose problème, puisque cette fin de l'autonomie fiscale des départements et aussi des régions s'est faite petit à petit sous différentes périodes politiques, dès sous Sarkozy, et ça s'est amplifié après sous Hollande et sous Macron. Donc on nous dit que c'est un processus lent et qu'aujourd'hui les départements n'ont plus aucun pouvoir de taux. On nous dit aussi que les prévisions de dynamisme de la TVA étaient à minima
erronée, voire pire, hein. Certains parlent même de taux de croissance insincère, donc ça va quand même assez loin dans la critique. Et donc tout ça mélangé fait que les départements se trouvent dans une situation potentiellement à moyen terme de cessation de paiement, et puis avec des conséquences très claires sur les investissements des départements, par exemple sur le financement d'établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Dans cette réflexion, ça nous fait penser à un rapport qui avait été fait il y a quelque temps, le rapport Ravignon, donc du nom du maire LR de Charleville-Mézières, qui estimait à l'époque que le coût lié aux compétences partagées par l'État et les collectivités, c'était 7,5 milliards d'euros. Donc cette dépense, qui est d'ailleurs largement assumée par les territoires, hein, à hauteur de 6 milliards, elle est essentiellement due à des coûts de coordination. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que parfois, comme une compétence est un peu, enfin se chevauche sur plusieurs niveaux locaux et puis un petit peu à l'État aussi, on a par exemple des fonctionnaires de catégorie A qui passent du temps à discuter avec d'autres fonctionnaires de catégorie A, donc d'une autre administration, pour avancer sur un même dossier, avec des visions différentes. Si c'est entre deux collectivités, deux couleurs politiques différentes, ça met un peu de cailloux dans les chaussures, c'est pas terrible et ça a un coût surtout. Sur la Gazette des communes, on nous dit aussi, toujours dans ce volet financier, que il y a des injonctions contradictoires. Alors c'est pas dû à ce nouveau gouvernement, hein, disons que c'est dans la ligne droite des gouvernements précédents, puisqu'on nous dit, enfin le Premier ministre nous dit qu'il promet en tout cas plus de services publics, mais avec moins de fonctionnaires. C'est pas la première fois qu'on nous promet ça, mais c'est quand même un peu compliqué. Et puis il y a plein de choses qui sont pas prises en compte. Bon, là je reviens pas sur le volet rapport de la Cour des comptes sur les moins 100 000 postes, on en a déjà parlé, mais il y avait aussi un autre volet sur la réduction de l'absentéisme qui générerait des économies, sauf qu'on prend pas en compte que dans la territoriale, il y a 75% d'agents de catégorie C, avec des métiers plus dangereux physiquement, et donc forcément qui sont plus exposés aux accidents du travail que sur des postes de bureau. Ensuite, autre bloc de news, c'est sur le fait que les fonctionnaires territoriaux, hein, ça fait la transition avec ce que je viens de dire, seraient un peu dans le viseur du gouvernement. En effet, au mois d'octobre, on nous a appris que le gouvernement voulait supprimer la garantie individuelle du pouvoir d'achat, la JIPA, qui est une prime versée aux fonctionnaires depuis 16 ans pour limiter leur perte de rémunération liée à l'inflation. En effet, ce mécanisme est arrivé pour permettre de compenser un peu le manque à gagner avec l'inflation, puisque le point d'indice est bloqué depuis des années, même si là, dernièrement, on a eu des petites hausses, mais qui ne compensent pas le gel qu'on observe depuis des années et des années. Donc on avait ce petit mécanisme qui permettait, en moyenne, pour les fonctionnaires d'État, de toucher environ 700 euros bruts. Voilà, donc c'est loin d'être négligeable, évidemment, mais dans ce qu'on appelle les bleus budgétaires, il est fait mention d'une non-reconduction de l'indemnité, donc de la JIPA, pour l'année 2025. Donc ça, c'est le premier élément qui agace les syndicats. Et puis, le deuxième élément, plus global, c'est que le nouveau ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, n'est pas encore très clair sur le projet de loi fonction publique, qui était en projet avec l'ancien ministre, M. Guérini. Donc on ne sait pas, est-ce que ce projet de loi est conservé, abandonné? Tout est possible en tout cas. Avant une réunion le 12 novembre prochain entre l'administration et les syndicats, qui s'annonce quand même relativement tendue. Dans les grandes lignes, le nouveau ministre ne s'interdit rien, y compris sur le projet de faciliter les licenciements ou carrément de supprimer les catégories. Bien sûr, sur la rémunération au mérite aussi. Donc on en saura plus sur le mois prochain. Ce qu'on sait par contre, plus concrètement, c'est que le ministre souhaite faire passer d'un jour à 3 jours le nombre de jours de carence dans la fonction publique, et il veut également réduire à 90% au lieu de 100% l'indemnisation des arrêts de travail. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que par exemple pour un agent de catégorie C avec une ancienneté moyenne, on nous dit, la perte salariale de ces 3 jours de carence serait à peu près de 186 euros bruts. Donc c'est quand même pas négligeable du tout, d'autant plus que cette annonce se fait dans un contexte tendu, hein. On nous dit que c'est pour lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique, comme si les agents dans leur globalité faisaient exprès de se mettre en arrêt maladie, hein, par plaisir. Mais aussi, il y a un argument, moi, qui m'interloque, c'est le fait qu'on nous dise que c'est une mesure d'égalité par rapport aux employés du privé, donc qui sont dans la loi à 3 jours, hein, au niveau des jours de carence. Alors c'est vrai, sauf qu'en réalité, quand on va dans les petites lignes, et c'est ça qui est important, hein, quand on va dans le concret, c'est que une partie non négligeable des salariés du privé
Alors, on nous dit ici les 3/4, mais ce chiffre, j'ai pas réussi à le vérifier. Donc, je le reprendrai pas tel quel. En tout cas, une grande partie des salariés du privé bénéficient de la prise en charge des jours de carence par l'intermédiaire de leur entreprise ou de leur mutuelle. Donc, pour eux, sur la fiche de paye, c'est 1 $. En revanche, pour les fonctionnaires, ça ne sera pas le cas. Là, le fait d'avoir ces 3 jours de carence, eux, comme on vient de le voir, hein, pour des agents de catégorie C, en moyenne, ce sera 186 € brut en moins sur le salaire. Donc, on ne peut pas parler de mesure d'égalité, alors qu'en réalité, ce sera une mesure d'inégalité pour les fonctionnaires. Ensuite, autre bloc de news, c'est sur voilà, une vraie source d'économie selon moi, puisqu'en ce moment on est à la chasse aux économies, et ce qui est d'ailleurs ça, hein, moi, je ne conteste pas du tout ça. Les deniers publics doivent être bien utilisés, et donc cette source d'économie potentielle assez énorme, c'est justement les normes. Que ce soit dans le privé et dans le public, la France a un gros problème de normes qui fait voilà, dépenser énormément les entreprises, mais aussi les collectivités. Et donc, je vous propose un documentaire d'envoyé spécial. Je vous recommande vraiment d'aller le voir. D'un côté, on nous parle d'une entreprise qui, par rapport, par exemple, au bulletin de salaire, ça leur prend beaucoup de temps, ça leur coûte de l'argent, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, d'un point de vue des collectivités, on voit que la multiplication des réglementations a un impact, puisque les fonctionnaires, pour traiter un dossier, ils passent beaucoup plus de temps. Et puis, ça a un coût, hein. Par exemple, à Bourg-en-Bresse, la ville a dû dépenser 1 million € de plus que prévu, donc pas 1 million d'euros, 1 million € en plus par rapport à ce qui était prévu, pour refaire des vestiaires de leur stade. Voilà, et c'était dans un but de respecter des normes qui sont toujours plus strictes. Et ça, dans le reportage, on le voit avec le maire de cette commune. Il y a d'autres éléments aussi pour la création de pistes cyclables, mais qui sont proches d'un lieu classé monument historique. Il y a plein de normes qui font que le moindre aménagement, les moindres petits travaux de rénovation vont être multipliés par 2 ou par 3 à cause de normes dont on peut interroger l'utilité. Donc une première réponse à ça, c'est de vouloir simplifier la vie économique, hein. Le Sénat a adopté le texte en octobre. Donc là, c'est plutôt pour les entreprises, ce qui est déjà un bon premier pas. Et puis, évidemment, ce qui est intéressant pour elles. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le ministre de la fonction publique compte bien enrichir le texte sur des questions relatives au logement, aux affaires intérieures et aux demandes des collectivités territoriales. Ça d'ailleurs, moi je tourne cette vidéo le 5 novembre, donc là début novembre, on voit que justement ça infuse sur les collectivités avec des préfets qui vont pouvoir faire remonter des demandes de collectivités territoriales sur des projets un peu complexes, hein, où c'est complexe de devoir obéir à toutes les normes avec parfois des normes en plus qui se contredisent. D'ailleurs, je vous renvoie encore une fois au documentaire d'Envoyé spécial, ça j'avais oublié de vous le dire, sur justement le maire de Bourg-en-Bresse qui, devant sa gare, veut faire des travaux d'aménagement et qui est tiraillé entre d'un côté les normes en termes d'accessibilité pour les handicapés et de l'autre côté des normes de sécurité pour éviter les voitures béliers. Et ces deux normes viennent en contradiction sur l'écart entre les plots par exemple. Donc on voit qu'on marche sur la tête et que la France est malade de ces normes. Ensuite, dernier bloc de news, c'est sur une réflexion sur la fiscalité locale. On voit dans pas mal d'articles la réflexion sur l'éventuelle création d'un nouvel impôt local. Donc dans un contexte où les collectivités ont du mal à se financer, où les collectivités se plaignent de plus avoir d'autonomie fiscale, hein, avec de moins en moins de recettes sur lesquelles elles ont un contrôle. Bien sûr, l'idée, ce serait pas de recréer la taxe d'habitation qui a été supprimée par Emmanuel Macron, mais il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Un relèvement temporaire des DMTO par exemple, ou une sorte de fusion entre l'ex-taxe d'habitation et la taxe foncière, qui serait payée en partie par les locataires. Bref, il y a plein de pistes qui sont évoquées pour que les collectivités aient plus d'autonomie. L'idée derrière ça, c'est aussi de renforcer le lien démocratique qui existe normalement entre les citoyens et leur collectivité, mais dans un contexte quand même tendu pour tout le monde. L'idée de voir un nouvel impôt émerger est quand même quelque chose d'inflammable, puisque par exemple, sur un des derniers leviers qui reste aux collectivités, à savoir la taxe foncière, on voit que la situation est quand même pas folichonne pour le contribuable, puisque celle-ci a augmenté de plus 20% en 5 ans et même plus 33%
30% en 10 ans. Alors c'est pas seulement le fait des collectivités, puisqu'on nous dit que dans le calcul, c'est aussi le résultat de la hausse des valeurs locatives. Donc ça, c'est vraiment pas du fait des collectivités, mais par contre, sur une certaine part, les collectivités ont leur rôle à jouer et certaines communes se sont un peu lâchées sur la taxe foncière. Donc on voit que ça reste un sujet complexe, puisque d'un côté, les collectivités souffrent de ce manque de visibilité sur leurs recettes, mais de l'autre côté, dans le contexte actuel pour les citoyens, avec une inflation galopante, avec des fins de mois de plus en plus difficiles à boucler, la présentation d'un éventuel nouvel impôt supplémentaire, c'est pas forcément de bon ton en ce moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actus du mois d'octobre. J'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair. Et puis, si vous voulez avoir votre petite piqûre de rappel hebdo sur les news, j'ai une newsletter que j'envoie tous les dimanches. Vous allez retrouver le lien sous la vidéo, là, en description. Je vous laisse là-dessus et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.